Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Caddy fait son show, pour la 3e exactement. Alors, juste une petite précision que je voulais vous apporter. Maintenant, dorénavant, au début de chaque émission, je vous ferai part d'une petite citation qui me tient à cœur et on reviendra dessus en fin d'émission. Alors, la citation pour cette troisième émission, c'est « Ne laisse jamais une mauvaise période te faire croire que tu as une mauvaise vie ». C'est quelque chose, je pense, qui fait écho chez beaucoup d'entre nous. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Et sans plus tarder, jingle! Alors, bienvenue à tous. C'est donc la rubrique Les Avengers. J'ai des super-héros aujourd'hui, de vrais super-héros. Comme vous le savez, j'accorde une attention particulière à mes invités parce que ce sont des gens qui s'investissent dans l'intérêt général. Et là, tout de suite, mon premier Avenger est Fanta Dramé, Magneto. Bonjour à tous, je m'appelle Fanta Dramé, je suis actuellement lycéenne au lycée Albert Camus à Bois-Colombes et en dehors de l'école, je fais partie du conseil municipal des jeunes de Villeneuve-la-Garenne. Bonsoir Fanta. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Eh bien, écoute, je suis très honorée de t'avoir aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être là aussi. Bon, on aura l'occasion d'échanger, mais vraiment... par rapport à ce qu'il nous dit, je suis vraiment, sache-le, très honorée de t'avoir ce soir. Merci. Bon. Allez, sans plus tarder, on va accueillir notre deuxième Avenger, Bokarsi Magneto. Salut à tous, moi c'est Bokarsi, je vis à Villeneuve-la-Garenne depuis que je suis tout petit et je suis un fervent souteneur des actions du terrain. Donc voilà, j'essaye d'agir un peu en tant qu'acteur de la ville, aider et mobiliser le collectif. Bokar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à toi de m'avoir invité. Ben écoute, c'est un immense honneur, vraiment, encore une fois, je vais me répéter comme je le fais à chaque émission, mais vraiment, je suis très contente et j'ai hâte de partager ton parcours aussi avec nos spectateurs parce qu'il y a des choses à dire. J'espère que ça servira à nos téléspectateurs. Allez, sans plus tarder, nous allons accueillir notre troisième Avenger, Khalid Bazi, Magneto. Bonjour, Khalid Bazi, fondateur du mouvement Batteur pour la paix, sur Villeneuve-la-Garenne depuis une quinzaine d'années à peu près. J'ai lancé ce mouvement avec le groupe Black Foxy, qui est un groupe de funk, suite aux attentats de 2015. L'idée étant de créer du lien social et de faire reculer les clichés et les ignorances entre les différentes composantes de notre société via la musique. On a 3 dispositifs, l'école de la paix, le bus pour la paix et un événement annuel qui s'appelle 1000 batteurs pour la paix. On bat pour la paix. Peace. Bonsoir Khalid. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, écoute, en tout cas, merci de m'avoir honoré de ta présence. Honneur partagé. Et de la même manière, ce que je disais par rapport aux 2 autres invités, je suis très heureuse de t'avoir, et notamment par rapport à ce qu'il nous dit, les valeurs communes aussi qu'on a, et je pense que pareil, on va développer un peu, et vraiment merci beaucoup. Merci à toi. Merci de ton invitation. Bon. Sans plus tarder, nous allons accueillir notre 4e et pas des moindres Avenger, Françoise Leredon, Magneto.
Bonjour, je m'appelle Françoise et j'ai 82 ans passés. J'habite Villeneuve depuis 1986 et je suis arrivée là pour rejoindre la personne avec qui j'allais refaire ma vie. Bonsoir Françoise. Bonsoir Gabi. Comment ça va? Très bien. Ça va bien? Surprise d'être là, mais ça va. Je suis très heureuse de t'accueillir également ce soir, puisque pareil, on a construit une histoire commune et vraiment, je suis vraiment très flattée, très honorée de t'avoir parmi nous. Et du coup, avec vous, avec mes 4 invités là, je pense qu'on a vraiment un échantillon représentatif des Villéneux-Garénois actifs, des Villéneux-Garénois qui sont dans l'intérêt général. Et ça, vraiment, comme vous le savez, c'est très important pour moi. Donc, merci à vous 4. Merci beaucoup. Alors, je tiens quand même à présenter mon binôme, cette personne qui m'épaule, qui est là à mes côtés et qui me donne de la force et sans qui l'émission ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Guigui. Kadji. Ça va? Super, et toi? Ouais, bah écoute, comme d'habitude, toujours un plaisir de te retrouver. Un plaisir partagé. Tu m'avais manqué? Ah bah tu m'as manqué aussi, figure-toi. Bon bah super, de toute façon, voilà, tu nous feras part de tes impressions tout au long de l'émission. Voilà, si jamais il y a des internautes qui se manifestent aussi, n'hésite pas à nous en faire part. Et puis vous, n'hésitez pas à revenir vers nous avec le hashtag Kadji fait son show. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, on les prendra en compte et puis on essaiera de répondre, surtout si jamais il y a des questions précises pour les invités, on essaiera aussi de faire le nécessaire. Voilà, donc sans plus tarder, je vais m'adresser à mes invités. Je vais commencer avec mon premier Avenger. Alors, est-ce que tu sais, Fanta, pourquoi j'ai décidé de nommer cette rubrique mes Avengers? Ça évoque quoi pour toi, les Avengers? Les Avengers sont des super-héros. Exactement, vous êtes les super-héros. Et vraiment, vraiment, parce que il faut, vous savez, je dis toujours que c'est chaque personne individuellement contribue à un collectif. Vous, ce que vous faites individuellement, nourrit la ville et vraiment, il faut des gens comme vous. Donc, pour moi, vous êtes des super-héros. Et les super-héros, c'est pas forcément des gens qui ont des super-pouvoirs, mais c'est des gens qui modestement œuvrent au quotidien. Et c'est ça, en fait. Donc, merci. Fanta, ça fait combien de temps qu'on se connaît, à ton avis? Est-ce que tu peux nous dire, là? Je sais pas trop, ça fait peut-être 8 ans. Oui, au moins. Au moins, parce que pour la petite histoire, tu dansais au sein de mon école et je t'ai eu, non, tu devais avoir 6 ans, 6 ans, 7 ans. Oui. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 16 ans. Eh ben, tu vois, les années passent, ça ne me rajeunit pas tout ça. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut bien que le temps passe. Hein. Donc, merci d'être là, encore une fois. Merci à toi de m'avoir invité. Bon, alors moi, ce qui m'intéressait dans ton parcours, et ce que je voulais mettre en avant aussi, c'est ta dimension, ton engagement citoyen, parce que tu es très impliqué sur la ville par rapport à ça. Je trouvais que c'était important aussi, par rapport à ton âge, de montrer à d'autres Villéneux-Garénois que l'âge n'était pas un critère pour pouvoir prendre conscience de ses devoirs par rapport à la société dans laquelle on évolue, en l'occurrence par rapport à notre ville. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours au sein du Conseil des jeunes? Donc, j'ai commencé mon mandat en 2018 et il s'est terminé du coup en 2020. J'ai été recrutée, entre guillemets, à l'école. Donc, on m'a posé des questions, on m'a demandé pourquoi est-ce que ce serait important de pouvoir m'engager sur la ville. Et du coup, j'ai répondu. Ensuite, j'ai été choisie, j'ai été élue pour pouvoir faire partie du groupe. Et voilà. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste, quand on est élu, qu'est-ce que vous faites exactement, comment ça se passe? Quelle est la journée type d'une conseillère Alors, on se réunit souvent pour des réunions. Surtout au début du mandat, on essaie d'établir comme des plans d'action, c'est-à-dire que on va se baser sur le loisir. On va se dire, par exemple, pour la Fun Day des collégiens, on va se dire peut-être qu'on va faire ça, peut-être qu'on va faire ça. Ou alors sur le côté plus social, moi j'étais partie sur ça et on a commencé à trouver des idées pour ce qu'on allait faire du coup sur les 2 ans, comme les maraudes, du social en fait. Donc du coup, voilà. Et ce que je trouve très intéressant justement, c'est la dimension humaine et la manière dont tu es tourné vers les autres. Donc pour le coup, je peux me permettre de parler puisque je te connais. Et c'est vraiment quelque chose qui te qualifie et qui me plaît vraiment. Et en toi, je vois vraiment une relève parce que ces valeurs humaines, elles peuvent s'inculquer, mais après, on s'en imprègne pas. Et aujourd'hui, à l'âge que tu as là, si tu commences déjà comme ça, je n'ose imaginer
ce vers quoi tu vas pouvoir tendre et combien de personnes tu vas pouvoir aider. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, est-ce que tu peux m'expliquer, par exemple, quand tu parles de la dimension sociale, quel type d'action tu as eu à mener? Parce que justement, sur une des photos que tu nous as données, hein, donc qu'on aura certainement les téléspectateurs voient, on te voit avec, il y a plein de jouets, il y a pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, cette journée en particulier? Ça, c'était une journée qui m'a vraiment émue. Du coup, on est allé à l'association qui s'appelle Les Bébés du Cœur et on a fait un don de vêtements et de jeux à cette association. Et en fait, les gens qui en ont besoin, les mamans qui se retrouvent à la rue sans rien, en fait, sans ressources, elles vont là-bas pour essayer de trouver de l'aide, surtout quand elles ont des enfants en bas âge. Et ça m'a vraiment émue parce qu'on y est allé et on a réussi à récolter énormément de vêtements et de jeux. Du coup, je voudrais remercier les Villéno-Garénois. Et donc on a réussi à avoir énormément de jeux et ce jour-là, je me rappelle qu'on a visité les locaux. Et en visitant les locaux, on a rencontré certaines personnes qui avaient besoin de tout ce qu'on avait amené. Et voilà, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je pense que c'est quelque chose dont je me rappellerai très longtemps. Très bien. Écoute, à 16 ans, tu te rends compte? À 16 ans. Et tu as des adultes qui n'ont même pas un dixième de cette dimension humaine. Surtout que 16 ans, tu sais, c'est l'âge où tu es avec tes copines, c'est les réseaux sociaux, mais tu es loin. L'insouciance, ça peut être insouciant, c'est vrai. Et je suis agréablement surpris. Franchement, bravo. Merci. Et ouais, c'est peut-être gros ce que je veux dire, mais tu es une très bonne personne. Ouais, à 16 ans, faire ce que tu fais, franchement, bravo. Ouais, bravo, Fanta. Et du coup, une transition par rapport à tes études. Est-ce que tu peux nous expliquer parallèlement à cet engagement qui prend aussi du temps, hein, parce que pendant 2 ans, c'est un mandat de 2 ans, donc si j'ai bien compris, ça prend du temps. Et parallèlement à ça, est-ce que tu peux nous dire où tu en es par rapport à tes études? Là, pour l'instant, je vais passer en première. Du coup, j'ai choisi mes spécialités au cours de l'année. Ça a été très stressant d'ailleurs. Je suis en bac. Donc, j'ai dû aller dans une autre ville parce que c'est pas un diplôme qu'on peut avoir n'importe où. Donc, parce qu'il est assez... Enfin, il est peu commun en fait. Donc du coup, j'ai dû aller changer d'environnement, on va dire. Et je suis allée à Bois-Colombes. Et donc le bac, c'est un diplôme binational, c'est-à-dire que à la fin, j'aurai mon bac, du coup baccalauréat, et mon bachillerato, c'est du coup le baccalauréat espagnol. Et donc c'est-à-dire que dès que je termine la terminale, je peux aller continuer mes études dans un pays hispano-américain ou voilà. Bravo, mademoiselle. À ton âge, vraiment, en plus, savoir où tu veux aller. Non, mais vraiment, c'est top. Hein. Donc, du coup, ça me permet d'envoyer un message à toute notre jeunesse, hein, parce que c'est quelque chose qui me... Vous, les jeunes, en tout cas, j'ai une attention particulière pour vous, parce que vous êtes la relève, vous êtes notre avenir. Et donc, je m'adresse à tous les jeunes aujourd'hui. Voilà, à un moment donné, on n'a pas forcément toutes les mêmes cartes en main pour commencer nos vies. Mais il faut savoir que quand on veut, on peut. Et je pense que Fanta, l'exemple qu'elle nous donne là, c'est une vraie leçon de vie, parce qu'elle n'a que 16 ans, elle sait où elle veut aller, elle s'engage dans l'intérêt collectif. Et je pense que... c'est quelque chose d'extrêmement important. N'oublions jamais que c'est l'addition des individualités qui fera le collectif et que chacun a sa place en fait. Donc après, à nous à la trouver. Et par rapport à ça, comme je l'ai dit aussi, pour toutes les personnes, pour tous les Villéno-Garénois que ça intéresserait, moi par rapport à ma formation, par rapport à ce que je fais, les jeunes, si vous avez besoin d'une aide par rapport à votre cursus scolaire, de l'accompagnement personnel, n'hésitez vraiment pas à me solliciter, vous savez me trouver. Donc Fanta, vraiment merci beaucoup, merci pour ce beau témoignage, merci pour ce que tu es, pour la belle personne que tu es. Et j'ai aucun doute sur, comme je le disais tout à l'heure, sur le fait que tu accompagneras et tu entraîneras dans ton sillon beaucoup de gens avec toi. Et merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci. Alors sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième Avenger, Bokarsi, plus précisément. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, est-ce que tu sais, alors on en avait déjà discuté, mais la première fois que je t'ai rencontré, on avait été invités l'un et l'autre par une association de la ville qui est très active sur le plan de la scolarité. Tout à fait, ouais. L'association Ma Vie, qui avait monté un projet et qui avait convié des parents. Donc moi, j'intervenais en tant que coach aussi en direction des jeunes. Toi, tu intervenais aussi. Et quand tu as fait ton discours, j'ai été bluffée
par ton parcours. Donc, je suis très volubile, mais là, je vais me mettre en retrait. J'ai juste, déjà, la première question avec laquelle je vais commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es en quelques mots, puis ensuite, je me permettrai de t'orienter dans les réponses que je souhaiterais que tu donnes, parce que j'ai envie que le plus grand nombre puisse avoir vent de ton parcours. Ok, pas de problème. Alors avant tout, avant de parler, c'est vraiment l'idée de partager un peu mon expérience. Peut-être que ça peut créer des inspirations et surtout féliciter Fanta pour ce très beau parcours et j'espère que je pourrai poursuivre sur de belles voies. Notre relève, une nouvelle génération. Alors moi je suis né à la Caravelle, j'apprécie beaucoup ce quartier, j'y ai fait toute ma vie, j'y suis encore. J'y suis né et j'ai eu, on va dire, deux grandes aspirations très jeune. J'avais cette aspiration de devenir pilote de ligne et j'étais aussi un peu un chercheur de vérité. J'aimais beaucoup lire sur des questions existentielles. Donc il y a ces deux aspects qui m'ont beaucoup porté, qui me portent toujours d'ailleurs. Donc je savais que on me disait quand j'étais petit qu'il fallait que je sois bon en maths, en physique, à l'école si je voulais réussir à devenir pilote de ligne. Donc je me suis attelé au travail. Donc j'ai essayé de gravir les échelons comme tout le monde. Et donc au lycée, je savais qu'il fallait faire une voie scientifique, donc j'ai pris un bac S, logiquement. Et après, je ne savais pas trop comment m'orienter. J'ai commencé un peu à regarder ce qu'il fallait faire. Je savais qu'il fallait faire prépa. Je ne savais pas du tout en quoi ça consistait. Et donc j'ai un prof de physique qui m'a dit en cours, je me rappellerai toujours de ce moment-là, le soleil qui tapait, la vitre ouverte, et il me dit fais cette prépa-là, elle est top. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, je sais plus, post-bac, admission post-bac, je mets cette prépa. Et donc je suis accepté. Et là, je me dis, comme le brevet et le bac, ça va être facile. Et là, en fait, non, je me rends compte que rentrer dans cette école-là, c'était pas ce que je croyais, en fait, finalement. Et je me rappellerai toujours, d'ailleurs, je suis parti au mois d'août avec mon père pour visiter l'école. Et je tombe sur un Congolais à la loge. Et il me dit je suis content de voir un Noir ici. Et là, je me dis, mais où je suis, quoi? Et je me dis, purée, ça va être chaud l'année prochaine. Et donc, je rentre dans le lycée. Il s'appelle le lycée Condorcet, c'est à Saint-Lazare. Le lycée Condorcet? Condorcet, ouais. À Saint-Lazare. Et donc, je m'assieds dans la classe, le premier jour en mathématiques. Je regarde autour de moi. Et sur le coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Parce que surtout que j'avais jamais eu l'habitude de sortir de Villeneuve-la-Garenne avant. Je connaissais que Villeneuve, mais vraiment, je sortais jamais. Et là, je me trouve dans un environnement complètement différent. Donc, je perds mes repères au départ. Mais je reste quand même fort sur mes convictions. Parce que j'étais serein, mais c'était quand même un choc. C'était un choc de voir qu'il y avait un monde différent de celui de Villeneuve que je ne connaissais pas. Et donc, voilà, le temps d'adaptation... Le choc des cultures. Voilà, c'était un choc des cultures, vraiment. C'était comme ça que je l'ai reçu. Donc, voilà, je fais mon année. Donc, je passe mes trois années de prépa. Beaucoup de travail, mais surtout, c'est la psychologie et de voir qu'on n'a pas du tout les mêmes codes, mais qui m'ont enrichi finalement. Parce que moi, je ne vois pas les obstacles comme des obstacles, mais plus comme des opportunités et des moyens de faire ressortir de moi ce qu'il y a de meilleur. Et donc, je passe en deuxième année, et là, je me rends compte qu'en fait, je ne peux plus faire le métier de pilote parce que j'ai un problème aux yeux particulier et il faut passer une visite médicale pour devenir pilote. Et c'est aussi pour dire que tout le monde peut le faire. C'est pas un métier inaccessible. Aujourd'hui, si vous réussissez à bosser à l'école, vous pouvez avoir en France, c'est une particularité que je remercie beaucoup la France au niveau éducatif, c'est qu'on peut réussir à faire un beau parcours sans débourser 1 euro. Ou très peu d'euros, on va dire, en général. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit à l'éducation, même s'il y a d'autres choses qu'on doit corriger aussi. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et donc moi, je continue mon parcours et je me dis, je ne peux plus faire ce métier-là, il faut que je trouve une autre possibilité. Parce qu'il fallait que j'entre dans une école qui s'appelle l'ENAC, qui s'appelle l'École nationale de l'aviation civile, qui forme des pilotes sur 2 années et qui permettent après de faire le métier. Donc je continue, je me dis, je vais rester dans le domaine de l'aéronautique et je rentre donc dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSA, qui est spécialisée dans l'électronique. Et je passe 2 ans là-bas. Je suis désolé, je vais te couper, mais je suis obligé de le faire. Mon frère, j'ai une tante qui m'aurait dit ça. Mon frère, non, vraiment, c'est ton parcours, vraiment, je te coupe, histoire, je casse un peu le truc, mais vraiment, je suis bluffé. Et à chaque fois que je t'entends, j'ai toujours ça. Parce que tu envoies un message positif et
Et tu le dis, parce que tu le vis, que tout est possible. Je referme ma parenthèse, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème, mais moi c'est vraiment avec humilité, parce que j'ai conscience qu'aussi la vie et le destin donnent beaucoup, et il y a des choses qui se sont ouvertes, des portes à moi, et je pense que moi je dis que la vie c'est perception, c'est un jeu de perception. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on vit et ce qui est. C'est vrai qu'il y a des réalités sur le terrain, c'est vrai qu'il y a des problèmes de reproduction sociale. Moi, je dis qu'il faut briser les chaînes de la reproduction sociale. Il y a des réalités qui sont là et qui nous conditionnent, mais nous aussi, c'est comment on les perçoit. On les perçoit comme des freins ou on les perçoit comme des possibilités d'en sortir. J'aime comme il parle. Je suis obligé, mais j'aime. Moi, j'aime. Et de sortir de ce qui nous conditionne d'une certaine façon. Et je veux dire, il y a une image que j'aime beaucoup qui dit que c'est dans la nuit que les étoiles se révèlent. Je veux dire, Nelson Mandela ne serait jamais Nelson Mandela s'il n'y avait pas eu l'apartheid. Et donc, c'est ces possibilités de voir qu'il y a des situations qui sont difficiles, mais on réussit à les surmonter. Et moi, je vois toujours ça comme ça, et je dis que le destin arrivera, ce qui devra adviendra. Et juste pour terminer, donc en deuxième année, je me rends compte que j'en avais un peu marre de faire que de la technique. Et là, je m'oriente un peu par hasard, je regarde un peu les masters en double diplôme que propose l'école. Et donc, je regarde, voilà, et je tombe sur un truc que je trouve stylé. Je me dis, ça peut bien coller à travailler dans l'aéronautique, mais plus dans la conception des postes de pilotage, parce que je suis fan des postes de pilotage. Et petite anecdote, à peut-être 15 ans, je lisais beaucoup de documents sur les avions, comment ça marche, etc. Parce que j'avais mon père qui m'avait acheté un petit simu que j'ai d'ailleurs encore chez moi, et que j'utilise beaucoup aujourd'hui encore. Et en fait, je me rends compte que je me dis, quand je pars au Sénégal en vacances, j'écris une petite lettre au pilote où je montre que je connais les systèmes d'avion, etc. Et je donnais ça à l'hôtesse. Et à la fin, j'ai fait plusieurs atterrissages dans le cockpit. J'ai rencontré des pilotes. J'ai eu un pilote qui m'a fait une séance de simulateur d'avion à Air France. Donc j'ai rencontré des pilotes comme ça. Et donc voilà, c'était vraiment une passion pour moi. Donc je me suis dit, bon, je vais faire un truc qui peut se coller. C'était un truc qui s'appelle Master MTI, qui s'appelle le Master du Management de l'Innovation. Et c'est ce qui se fait de meilleur en France, toujours pour dire encore qu'il y a toujours possibilité pour des gens qui sortent de Villeneuve ou de quartiers comme de banlieue de pouvoir faire ces masters-là. Donc je rentre dans le master, je fais une année top, où j'apprends beaucoup de choses, où je change un peu mon mindset qui était beaucoup axé sur la technique. Et là, je découvre aussi donc un autre univers que j'avais encore un peu découvert aussi. Et donc je navigue entre Dauphine, les mines Paris et un truc qui s'appelle Einstein qui est au CEA à Saclay. Donc je navigue entre ces trois écoles où je découvre ce que c'est de concevoir de nouveaux objets, de penser innovation, parce que c'est aussi une façon de penser qui se rattache aussi à mes valeurs aussi, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance aussi, après mon cursus scolaire, d'entrer à la SNCF, et pendant 3 ans, de découvrir une autre façon de penser l'innovation qui est super axée sur la dimension humaine, et qui rejoint exactement les valeurs que tu défends, c'est-à-dire la mobilisation collective. Et c'est ça la force un peu des Avengers, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas des super-héros, mais des héros, parce que finalement, on réussit à mettre en symbiose nos pouvoirs d'une certaine façon, qui sont dirigés vers une même cause humaine et voilà, donc avec beaucoup de valeur. Alors du coup, là moi par rapport à tout ça, par rapport au sujet de la rubrique prochaine, ce que tu as évoqué là, il y a une partie qui rentre complètement dans le débat qu'on va avoir là. Donc tu nous as vraiment, en tout cas, nourri de ton expérience et je pense qu'on va garder la deuxième partie pour la suite, parce qu'il y a des choses à dire et qui rentreront complètement dans le sujet du débat tout à l'heure. Mais vraiment, merci. Vraiment, merci. Sans plus tarder, donc maintenant, nous allons nous adresser à notre troisième Avenger, donc notre super-héros, mais héros dans les actes, vraiment, c'est vraiment important. C'est Khalid Bazi. Bonjour. Mais aussi, on a une histoire particulière, puisqu'on est artistes tous les deux, on a déjà collaboré plusieurs fois. La dimension humaine est très importante aussi pour nous, donc c'est aussi la raison pour laquelle tu es sur ce plateau. Est-ce que tu peux te présenter déjà dans un premier temps en quelques mots? Oui, bien sûr. Mais alors d'abord, je vais déjà féliciter Fanta et Boca pour leur magnifique parcours. C'est vrai que moi j'ai 45 ans, donc je suis un peu en middle. Mais ça fait plaisir, en fait, c'est très encourageant de voir cette génération-là qui arrive derrière. Moi, Khalid, en fait, je suis arrivé sur Villeneuve il y a 15 ans. J'ai vécu à l'île Saint-Denis pendant quelques années, et puis j'ai travaillé en tant que travailleur social pendant presque 25 ans. Donc j'ai fait énormément de quartiers, énormément de villes différentes. Je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais au départ, donc je suis originaire de Grande-Synthe, qui est une ville tip-top, parce qu'elle a beaucoup innové dans les années 80, notamment sur la musique.
Et je dois dire que je leur dois beaucoup, justement, parce que effectivement, c'était la banlieue de Dunkerque. Mais tous les Dunkerquois venaient à Grande-Synthe, parce que le game, c'est là que ça se passait, en fait. Donc au niveau hip-hop, au niveau musique, au niveau culturel, au niveau théâtre, c'était extrêmement riche. Et la culture a joué un rôle prédominant dans ma vie grâce à ça, en fait. Donc, comment me présenter? Moi, je suis un artiste et je me sens comme un artiste universaliste. Ça veut dire vraiment, je suis quelqu'un qui est à 360 degrés. Et à mon sens, il n'y a pas de frontière anthropologique entre les êtres humains dès lors que ceux-ci sont respectueux, voilà, avec un minimum de bienséance, etc. Donc moi, depuis tout jeune, depuis l'âge de 16 ans d'ailleurs, c'est pour ça que Fanta, que je connais, d'ailleurs que j'ai vu en stage et qui chante très bien, elle ne l'a pas dit, qui est une super chanteuse, je le souligne, j'ai eu la chance d'avoir des mentors, en fait, dans différents domaines, et en particulier dans le social, où en particulier dans l'innovation sociale, où j'ai pu travailler avec des gens qui ont créé les premiers passeports vacances, par exemple, pour des jeunes de quartier. Je connais le mec qui a conçu ça. Voilà, j'ai été formé par ces gens. On lui dit merci. Et oui, parce que d'ailleurs ensuite, à l'époque, en tout cas, ils testaient ça dans quelques villes, et si ça marchait, ensuite, ils le mettaient au niveau national. Et c'est vrai que le Nord-Pas-de-Calais a été souvent un terrain d'essai par rapport à ça. Et je me sens chanceux de ce point de vue-là, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on est dans un pays quand même où le champ des possibles est incroyable. Mais ça dépend aussi de la communauté pédagogique. Donc moi, la manière dont je vais me présenter, c'est simplement, pour finir, excusez-moi, c'est vrai que je pars dans tous les sens, mais ce qu'a dit... Ce qu'a dit notre ami, je trouve que voilà, c'est pour moi en fait tout est résumé là. Et je trouve que ton émission elle est fantastique pour ça. C'est que pour une fois on n'a pas une émission avec deux mecs qui peuvent pas se saquer et qui vont s'embrouiller sur un steak pour faire des vues. Là pour le coup on est vraiment dans une dynamique où enfin voilà on prend le temps de se présenter, on prend le temps d'expliquer des parcours et vraiment pour ça je voulais vraiment vous dire bravo. Merci beaucoup Khalid. Alors moi juste avant de passer à François, je voulais juste voir avec toi aussi parce que au-delà de l'humain que tu es, pour lequel j'ai beaucoup une grande amitié comme tu le sais, hein, je voulais aussi que tu parles des Batteurs pour la paix parce que c'est quand même un projet qui dépasse les frontières de Villeneuve-la-Garenne. Donc nous sommes tous des Villeneuve-Garennois, beaucoup sont nés à la Caravelle, enfin à Villeneuve-la-Garenne. Et Bocard, tu sais que moi aussi je suis né à la Caravelle, donc voilà, il y a quelque chose là, tu vois. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Batteurs pour la paix? Bien sûr. Alors Batteurs pour la paix, j'ai lancé ce concept suite aux attentats de 2015. Et donc il y a eu Charlie Hebdo, évidemment, qui a été un coup de tonnerre. Et ensuite, malheureusement, au mois de novembre, le Bataclan, etc. Et à partir de là, il y a eu dans les réseaux sociaux une fracture très nette. Dans mon entourage proche en tout cas, et des gens m'ont demandé carrément littéralement de m'excuser pour les attentats, alors que jusqu'alors, ils ne m'avaient jamais demandé de m'excuser, parce que pour eux, j'étais français, quoi. Et tout d'un coup, je ne suis plus devenu le français, je suis devenu le mec d'origine maghrébine, d'obédience musulmane, etc. Et ils ont commencé même, sans savoir, à relayer des articles de l'extrême droite, à charge, etc. Je leur dis, mais faites la part des choses, parce que si vous allez dans ce sens-là, je vais finir par vous demander de vous excuser pour la colonisation, l'esclavage, l'Irak, la Libye. Enfin voilà, je veux dire, au bout d'un moment, on n'en finit pas. Donc il y a une minorité de gens qui ont fait des horreurs. On est tous victimes de ça, et en particulier ces populations-là. Je veux dire, il ne faut pas oublier que le terrorisme tue et massacre depuis des décennies dans les pays du Golfe et au Maghreb, on parle que de l'Algérie. Dans les années 90, c'est presque 500 000 morts. Et cette ignorance-là m'a effrayé. C'est-à-dire que je me dis comment des gens avec qui j'ai pu travailler depuis 10, 15 ans dans le milieu culturel en plus, avec un niveau d'ouverture normalement assez fort, ont pu me demander ça à moi un jour. Enfin, je veux dire, alors que je pense être furieusement français, pour le coup. Et sans renier mes origines. Mais j'ai fait un choix. Je vis en France, je paie mes impôts en France, j'ai mes enfants en France, je parle la langue française, je l'ai défendue à travers le théâtre, à travers la musique, à travers le cinéma. Et j'ai trouvé ça inconcevable pour moi. Et donc, Batteurs pour la paix, c'est d'abord ça. C'est né d'une volonté de revisiter, de repenser la paix et de la déringardiser. Parce que dès que j'ai commencé à parler un peu de ça, les gens me disaient « Ouais, mais tu vas aller fumer des joints en Iran en faisant du fromage de chèvre. » Enfin, ils avaient tout le côté 68. Voilà, c'est ça. Voilà. Et moi, je leur dis « Non, non. » Et c'est pour ça que l'oxymore « batteur pour la paix » est un oxymore intéressant, c'est que la paix c'est un effort. Quand Jésus dit, c'est la Bible je crois qu'il disait que quand on te met une tarte,
tend l'autre joue. Bah oui, c'est un effort. C'est plus fort de tendre l'autre joue que de répondre. C'est un vrai effort que quand on se fait insulter, de ne pas insulter en retour. C'est plus fort psychologiquement et mentalement que de repartir sur une bagarre ou une insulte, etc. Et finalement, sans le vouloir, j'ai découvert un champ artistique inexploré. J'ai une amie qui travaille aux archives à l'INA. Je lui ai dit, recherche-moi tout ce qui existe en littérature, en philosophie, en cinéma, en théâtre, qui a un rapport de près ou de loin avec la paix. Et c'est systématiquement la paix et la guerre. On n'a jamais eu la paix pour la paix. Et on n'a jamais exploré la paix, à part les grandes traditions spirituelles, monothéistes, évidemment. Mais sinon, en dehors de ce champ-là, le potentiel artistique de la paix n'a jamais été travaillé, etc. Et donc, à partir de là, moi, en tant que scénariste, en tant que cinéaste, en tant que musicien même, je me suis dit, mais c'est génial, en fait. Mais c'est là qu'il faut aller. Il faut absolument travailler ce champ-là et essayer de fédérer un maximum de force. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai lancé un appel aux 1000 batteurs, donc 1000 batteurs pour la paix. L'idée, c'était de faire un concert géant. On a dû reporter. Enfin, c'est même plutôt cool parce que du coup, ça nous laisse un an pour le faire. Donc, ça aura lieu le 15 mai l'année prochaine à la Villette, diffusé sur France Télé. Et l'idée, c'est de défendre l'idée que la paix, en fait, elle dépend de chacun de nous, en fait. Voilà. C'est que si moi, je gère mon stress, je gère mes tourments et que je réussis à gérer mon équilibre psychologique, je serai un problème en moins pour le monde immédiat qui m'entoure. Et je ne parle pas de la paix au Yémen ou à Gaza. Non, juste là. Moi, je parle déjà déjà, est-ce que déjà je peux savoir maîtriser ma propre personne pour ne pas être un problème pour les autres. Et si déjà on réussit tous à faire ça, je pense qu'on aura fait 80% du boulot parce qu'après le reste suivra. J'en suis persuadé. Et quand je t'entends parler, et ça c'est important à dire, c'est que je sens énormément de sérénité. Pourquoi ? Probablement je ne te connais pas. Hein. Voilà, on s'est connus 10 minutes avant de rentrer sur le plateau. Mais j'ai la sensation quand même que tes parents ont joué un rôle prédominant. Je pense que la communauté pédagogique a dû jouer aussi un rôle prédominant. Et on est à Villeneuve-la-Garenne. Le projet Batteur pour la paix est né à la Caravelle. Je trouve ce nom fantastique, la Caravelle, parce que c'est d'abord un voilier, c'est un voyage, la Caravelle. Un voyage. Et je trouve que cette idée de mouvement, en fait, moi, j'ai jamais vu autant de talent concentré dans un seul quartier, quoi. C'est incroyable. Et on peut en citer plein. Je veux dire, on connaît, enfin, on va pas les dire. On peut en citer. On les invitera, ils seront invités. Alors, bien évidemment, c'est pas exhaustif. Il y en a d'autres aussi sur le territoire. À Villeneuve-la-Garenne, en général, il y a beaucoup de talents. C'est ça. Il y a un vrai vivier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la Caravelle. Et puis, à lui, une histoire, la rubrique qui va venir après aussi, on va montrer à nos téléspectateurs aussi la Caravelle. Et ça va être aussi un moment intéressant. En tout cas, Khalid, merci beaucoup. Merci. C'est pas du tout... je sais pas comment dire ça, mais je suis toujours très touchée, en fait. C'est la 3e émission. Et souvent, quand on crée des choses comme ça, on se pose plein de questions. Ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'on est vraiment à notre place, Biggie, parce qu'on donne la parole à des gens... qui, en toute sérénité, et c'est ça en fait aussi qui est intéressant, exposent aussi leur vie et on fait preuve d'un accomplissement aussi. Et je pense que les gens qui sont frustrés, méchants, aigris, qui véhiculent des mauvaises choses, peut-être que le problème de la source est ça aussi. Comment je me vis moi, comment je me vis, parce que quand j'ai un mal-être, je le retranscris, c'est exactement ce que tu disais. Mais on est la majorité. On est la majorité c'est bien silencieuse. Exactement. Et c'est là qu'il faut en toute modestie, j'essaie de donner la parole. Mais effectivement, c'est ça. Super. Alors, on va finir avec Françoise. Françoise, encore une fois, merci. Et je vais te laisser te présenter. J'aurais voulu que tu te présentes en quelques mots, puis ensuite, je te poserai quelques questions. Et c'est marrant par rapport à ce qui a été dit. On a rebondi toutes les deux sur ce que disait Bocard quand il est arrivé au sein de l'établissement. Et tout à l'heure, tu m'as fait une réflexion que j'ai trouvée très drôle. Mais je te laisse te présenter, et puis ensuite, Alors, effectivement, je suis la plus âgée du groupe, vu que j'ai 82 ans passés. Alors, j'ai vécu beaucoup de choses, le colonialisme et toutes ces choses-là, contre lequel je suis à fond. Alors, je ne sais pas quoi dire après vous, finalement, parce que vous m'époustouflez tous autant que vous êtes. Alors, j'attends que Kadi me pose des questions. Alors, j'aurais plein de questions, parce que moi, pour te connaître aussi, j'ai une histoire avec chacun d'entre vous. Pour te connaître aussi, je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement investi sur la vie, tu es très investi sur le plan associatif notamment, et j'aurais voulu que tu puisses me parler, justement, enfin voilà, on n'a pas évoqué encore, mais les centres sociaux aussi, qui aident aussi beaucoup la population aujourd'hui,
tu es inscrite, en tout cas, tu adhères à ces centres sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà dans un premier temps? Alors, Batteurs pour la paix, j'ai été une des premières à prendre mon adhésion. Avec Cybèle, je crois me rappeler. Voilà. Mais c'est vrai que ça s'est arrêté là. Je n'ai pas été plus loin parce que je n'ai pas eu l'occasion. Mais je soutiens. Mais merci infiniment. On fait partie avec mon mari de beaucoup d'associations parce que c'est un moyen de rencontrer les gens. Et j'adore rencontrer les gens, parler, discuter, les connaître, les découvrir. Ce qui fait qu'on est au Nouveau Monde, on est à la MJC, on est au jumelage. Le jumelage très intéressant puisque ça nous emmène vers l'Allemagne. Donc c'est encore une découverte de personnes différentes. Tout à fait. Et par le jumelage, moi j'ai rencontré des jeunes parce qu'à l'école, ils ne pouvaient pas accueillir le scolaire allemand et on demandait s'il y avait des familles d'accueil. Et nous, on a accueilli à différentes reprises de jeunes Allemands qui découvraient la vie en France à l'intérieur. Et moi, avant de rencontrer ces jeunes Allemands, je voulais rencontrer les jeunes Français qui étaient leurs correspondants. Et ça m'a permis d'en rencontrer certains avec lesquels on est resté en relation, si on veut. Mais j'en ai connu certains qui étaient vraiment très, très bien et d'autres qui m'ont fait très, très peur par leur engagement politique qui n'était pas du tout dans mon esprit. Ça, c'était important. Et ça, du coup, ça t'a nourri aussi. Enfin, moi, ce qui me... Enfin, je suis toujours en admiration par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu es, parce que il y avait notamment la question aussi du voyage. Je sais que pendant une période aussi, tu aimais aussi beaucoup voyager. Par rapport aux photos, là d'ailleurs, qui passent, il y a beaucoup de photos de paysages et des paysages que tu prends de ta fenêtre à Villeneuve-la-Garenne. Et donc là, on peut constater quand même qu'il y a vraiment de très très beaux paysages. Et tout ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et quand tu donnes ton âge comme ça paraît peut-être abstrait pour certains, parce que la majeure partie peut-être des personnes qui vont nous écouter sont plus jeunes, mais dans ton parcours, vraiment, ce que je relève, c'est ta tolérance. Tu es très tolérante. Tu ne juges jamais les gens par rapport à leur apparence. Enfin, tu dépasses complètement ça. Et ça, vraiment, ça m'avait bluffé. Ça m'avait bluffé. Tu vois, tu n'as pas d'idées préconçues sur les gens, tu attends de les connaître. Et ça, pour moi, qui suis plus jeune que toi, ça me conforte dans l'idée qu'à un moment donné, comme tu le disais, la personne, on va la découvrir et puis on portera un jugement en fonction de ce qu'elle est et pas en fonction de ses idées préconçues ou de ses jugements parfois négatifs aussi, parce qu'on parle de différences aussi des fois physiques qu'on peut avoir. Et par rapport à ça, je te remercie beaucoup. Et vraiment merci, vraiment merci. Mais il y a une chose, je ne sais pas dite, j'ai travaillé pendant 1 an à l'Écholier. Et cette année à l'Écholier, c'est avant que la Caravelle soit transformée. Il n'y avait pas encore le début des travaux à cette époque-là. Et c'était un endroit où il était hors de question d'aller parce que rien que dépenser Caravelle, on avait peur. C'est vrai, c'est que finalement, j'ai vécu 1 an, j'ai survécu sans problème. Et j'ai rencontré des jeunes qui ne disaient pas qu'ils vivaient à la Caravelle. Parce que c'était déjà un motif de rejet. De dire qu'on vivait à la Caravelle. Oui. Et moi, ça vraiment, ça me dérangeait énormément. Et du coup, moi, ce que j'aurais voulu savoir aussi, c'est que moi, tu es engagé, notamment, tu parlais de l'association de jumelage avec l'Allemagne, et on est à l'ère, quand même, on parle beaucoup écologie, des choses comme ça. Est-ce que tu as dû faire des nombreux voyages à Hof? Alors, pour le coup, moi, je suis germanophone, comme tu le sais, j'ai eu l'occasion aussi d'aller à Hof, et moi, ce qui m'avait frappé, c'est justement la manière dont l'écologie, quand on parle d'écologie ici, sur Villeneuve-la-Garenne, pour certaines choses, ça peut paraître abstrait, mais eux, dans leur quotidien, la propreté, comment on appelle ça, le tri des ordures, c'est quelque chose qui est complètement dans toutes les mentalités. Le nombre de boîtes qu'on a, c'est pas comme nous ici, 3 fois. Voilà, ils sont vraiment très consciencieux par rapport à ça. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus, justement, par rapport à tes séjours là-bas? Puisqu'effectivement, nous sommes jumelés avec cette ville Hof. Ce qui m'a frappé en Allemagne, c'est la propreté, déjà. Et une autre chose qui m'a frappé, c'est l'absence de banlieue. Il y a la campagne et la ville. Et il n'y a pas ces affreuses banlieues qu'on a vers le Bourget et tous ces coins-là. C'est horrible, cette région. Et dans ces coins-là, les gens sont mal logés, les gens sont regroupés, on les rejette là, et je trouve ça tout à fait dommage. Et à Hof, je ne trouvais pas ça du tout.
C'est une ville qui est très très froide d'aspect. Mais très, très chaleureuse sur le plan humain. Oui, quand on les connaît, Ouais. voilà, c'est ça. Alors nous, Allemands, c'est l'ennemi. Finalement, allemand, c'est pas plus ennemi que l'anglais, on s'est battu contre tous. Moi, une petite précision que je voulais apporter par rapport à l'Allemagne, justement, c'est qu'il y a une dénazification qui a été faite, par exemple, ce qui n'a pas été le cas de l'Autriche. Et du coup, on sent qu'en Allemagne, moi pour y aller souvent, il y a vraiment ce côté où on a notre histoire, on n'en est pas forcément fier, parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles. Il faut savoir que les Allemands sont très impliqués dans les causes humanitaires, très, très, très impliqués. Et du coup, par rapport à l'idée préconçue qu'on peut avoir par rapport à l'Allemagne, ce sont des gens aujourd'hui qui ont digéré leur histoire et qui sont vraiment très humains et sur des projets comment je pourrais dire ça, des projets collaboratifs et des projets humanitaires. Enfin, ils sont beaucoup là-dessus. Et je trouve que ça, par contre, on peut vraiment saluer. Comme quoi, l'histoire, on dit que l'histoire est un perpétuel recommencement, mais sur certaines choses, on peut noter des évolutions. Et c'est peut-être aussi une petite note d'espoir aussi que je voulais adresser. Alors, une chose qui est très importante aussi par rapport à la tournure du débat, c'est que moi j'avais une rubrique, j'avais des choses dont je voulais parler, mais la manière dont on parle tous, j'ai l'impression que le sujet du débat est finalement déjà évoqué. Donc, je vais envoyer le jingle. Là, normalement, c'était le sujet de la rubrique, le thème de la rubrique, c'est à tort ou à raison. Et là, en l'occurrence, la question que je souhaitais vous poser, mais je pense que déjà par rapport à nos échanges, on a déjà plus ou moins répondu, c'était la place de l'éducation dans la construction de notre société. Et on est complètement dedans. C'est-à-dire que là, au vu des échanges qu'on a eus là, on est complètement dedans. Bocard, je t'avais coupé tout à l'heure parce que je te disais que la deuxième partie allait être intéressante. Et justement, tu as évoqué quelque chose que je trouvais très, très, très intéressant. C'est l'idée aussi de pouvoir avoir les moyens de s'instruire. Et pour pouvoir apporter quelque chose à la société. Et tu parlais justement de la gratuité tout à l'heure de certains cursus. Est-ce que tu peux développer, nous en dire plus par rapport à ça? Alors, je pense que, enfin, toutes les formes d'engagement citoyen que j'ai eues ont eu tendance à vouloir, d'une certaine façon, bannir un peu la désinformation qui existe dans les quartiers et les banlieues. C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre n'importe quel métier, mais il faut donner la possibilité aux jeunes de pouvoir choisir le métier qu'ils veulent faire, Et moi, le jour où j'ai eu, quand l'association Ma Vie a commencé, je faisais du soutien scolaire au début à des jeunes, et j'ai rencontré une jeune fille qui m'a dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Voilà, en discutant avec elle, elle me dit, je veux faire animatrice de loisirs. Et moi, j'avais rien contre le métier, mais je me suis dit, mais pourquoi le faire animatrice de loisirs? Elle me dit, parce que mon grand frère est animateur de loisirs. Et là, je me suis dit, mais il y a un phénomène de reproduction qui se crée. La mobilité sociale, c'est ce qu'on dit, de parents aux enfants, et même de ça se transmet en fait finalement. Et je me suis dit qu'il fallait avoir des engagements dans ce sens-là qui permettent de ouvrir un peu les champs du possible et permettre aux jeunes d'avoir la capacité de choisir, la possibilité surtout de choisir. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un pendant, et au travers d'Access Coffee que j'essaye de pousser, et de pousser aussi une autre action qui va tendre à vouloir mobiliser les gens autour de causes qui sont chères pour, je pense, l'être humain. Et je pense qu'il y a une dimension beaucoup plus abstraite et qu'on néglige, je pense. Je dis qu'il faut qu'on réapprendre à aimer, en fait, finalement. Parce qu'on a tendance à pas aimer les gens, mais à s'aimer soi-même au travers des gens. Et j'ai une image forte qui m'a beaucoup marqué lors d'une lecture où on disait qu'il y avait 2 bébés dans une salle. Et il y avait un bébé propre et un bébé sale. Et on fait rentrer la mère dans la salle, et la mère, elle se dirige instinctivement vers son bébé, qu'il soit propre ou sale. Et donc elle se dirige vers le bébé sale, le prend dans ses mains. Par contre, quand on fait rentrer une personne qui était, on va dire, étrangère vis-à-vis des 2 bébés, et la personne aimant vraiment la propreté, elle se dirige naturellement vers le bébé propre. Donc finalement, c'est pas le bébé qu'elle aime, mais c'est la qualité de la propreté qu'elle aime. Et donc finalement, moi en tout cas, ce que je pousse aussi de manière très abstraite dans les actions que je fais, c'est d'aller casser les imaginaires qu'on a, parce que souvent, ce qui nous empêche d'aller vers l'autre, c'est les idées reçues qu'on porte sur la personne. Et alors qu'on se rend compte que quand on discute avec elle, c'est son être qu'on aime, et c'est pas les qualités qu'elle porte. Et donc c'est vraiment ça, moi, que je pense qu'on doit retrouver dans les sociétés, avoir plus de profondeur dans ce qu'on fait, être attaché par
par des causes qui nous sont chères et qui nous rassemblent, plutôt que de vouloir aimer des choses qui sont en réalité futiles et qui n'ont pas d'importance. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment les deux aspects que je veux défendre au niveau de l'éducation. C'est vraiment donner la possibilité aux jeunes de pouvoir connaître des métiers qui n'ont pas la possibilité de connaître. Et c'est ce que j'essaie de faire au travers d'Access Coffee, en invitant un avocat. Par exemple, j'ai invité un avocat qui n'a pas le bac, et qui lui est aussi incroyable, parce que c'est quelqu'un qui casse toujours les codes. On lui a dit une fois, il ne faut pas que tu te lances dans un cabinet. Pour ouvrir ton cabinet, tu viens de commencer, c'est impossible. Le mec, il a quitté le cabinet, la personne il a quitté le barreau de Paris. Franchement, ça me rappelle. Il y a des personnages hyper inspirants parce qu'ils sont là toujours briser les codes. Et donc, je pense que voilà, c'est ça qu'on doit. Et il y a beaucoup de potentiel, je pense. Mais c'est vraiment, il faut que les jeunes ils soient informés des possibilités. Et même s'il y a beaucoup de choses à revoir dans l'éducation, il y a la possibilité en France de vraiment faire des bons cursus sans débourser énormément d'argent. Mais du coup, là, moi, c'est la question que je voudrais poser par rapport à ce que tu dis. C'est effectivement, il y a des cursus dans lesquels on peut aller, des cursus qui sont prestigieux, parce que tu nous l'as démontré à travers ton parcours. Mais il y a aussi ce plafond de verre aussi parfois. Moi, qui interviens beaucoup dans l'établissement scolaire aujourd'hui, et qui accorde un intérêt particulier, un intérêt très fort à l'éducation, je me rends compte que aussi, quand on est issu des banlieues, il y a vraiment un plafond de verre que au-dessus de nos têtes. Et ça, malheureusement, on ne peut pas nier. Pour les causes que tu évoques aussi, ces clichés qui ont la dent dure, mais il y a aussi une réalité. Moi, par exemple, j'étais sur une formation là, et je me suis rendu compte avec la formatrice qu'elle-même, sur certaines choses, dans la manière dont elle a orienté les choses, il y a, quand on est des quartiers, il y a des choses, ça paraît tout de suite moins évident. On va moins nous orienter vers ça. C'est tout un système, en fait, qu'il faut repenser. Et moi, pourquoi j'ai décidé de faire cette formation de consulting et de devenir consultante pour les jeunes, c'est parce que je me suis rendu compte que vraiment, on nommait une chose qui est extrêmement importante et qui va venir compléter ce que tu disais, c'est que qui sommes-nous ? Pour pouvoir savoir dans quoi tu vas pouvoir t'impliquer, dans quoi tu vas pouvoir exceller, au-delà des notes que tu vas pouvoir avoir, au-delà du cursus prestigieux que tu vas pouvoir faire, c'est déjà te connaître. Tu peux vouloir faire un métier qui ne correspond pas à ta personnalité. Tu peux vouloir t'investir dans quelque chose de manière intrinsèque qui ne te correspond pas. Et je pense que dans l'éducation aujourd'hui, ça, si jamais on arrive à vraiment travailler là-dessus, on va gagner vraiment beaucoup de temps et remettre des métiers aussi, redorer le blason de certains métiers aussi qui sont peut-être manuels ou autres, qui n'ont pas un prestige, mais qui apportent aussi à la société. Donc voilà, est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à ça, par exemple, moi, Françoise? Je pense que ces jeunes qui habitent la banlieue... Déjà, il y a un mot que j'aime pas du tout, les quartiers. J'ai horreur de ce mot parce que déjà, il est dévalorisant. Un jeune de banlieue, c'est tout de suite dévalorisé, le mot. C'est un jeune comme tous les autres, sauf que vous vivez dans un milieu différent. Et ces jeunes, tout à l'heure, c'est ce que tu disais, quand tu es arrivé à Condorcet, désorientés, parce que les gens n'étaient pas habillés comme toi. Mais toi, tu étais habillé comme autour de toi, les gens s'habillaient. Et moi, quand je vois sur le marché ce qu'on propose comme vêtements, vous ne pouvez pas être habillé avec goût quand on voit ce qu'on vous propose. Donc déjà là, au départ, on vous... pas méprise, le mot ne correspond pas, mais on ne vous met pas en valeur. Et ça, je trouve ça tout à fait dommage. Tout à fait dommage. D'une justesse redoutable. Bravo. Non, mais vraiment, c'est important parce que on dit l'habit fait pas le moine. Mais moi, ça me rappelle ma première altercation au théâtre avec une metteuse en scène. Et je suis arrivé en jean, basket, lascar, quoi. Et au moment où je devais passer, donc on devait passer avec une scène pour faire partie de la troupe universitaire, elle m'humilie, mais littéralement, devant le jury, les 400 élèves, la totale. Et comme je ne me suis pas démonté, parce que pour moi je l'ai fait avec cœur, et voilà, et elle me dit, bon après c'est devenu une très bonne amie, voilà, je la salue, mais parce qu'elle m'a offert mes premiers contrats professionnels, mais elle me dit non mais au théâtre, pas de basket, c'est des chaussures. Et je ne sais plus, j'ai dû lui répondre par une répartie propre à nous autres, jeunes de banlieue. Ça a fait mourir de rire toute la séance. Et effectivement, par l'humour, voilà, j'ai pu m'en sortir. Mais c'est vrai que cette histoire qu'on est décontenancé parce qu'on se sent un peu différent, etc., c'est vrai que
on est jugé à 80% du temps par notre apparence. Et ça, même dans le marketing. Je veux dire, moi, j'ai fait une école de commerce. Le premier truc qu'on nous apprend, c'est il faut avoir une belle bagnole, de belles pompes, un beau costard, parce que sinon, le produit que vous vendez ne sera pas crédible. C'est-à-dire que déjà, la personne qui arrive, si elle n'est pas gominée, propre sur elle, etc. Donc, le commerce a compris ça. D'accord. C'est vrai qu'on ne fera pas confiance à quelqu'un qui sent pas bon, qui ne sait pas laver. Enfin... Non, mais ça me fait penser, ça me rappelle une anecdote. J'ai eu un mari dans une existence passée, et un jour, on avait une 2 chevaux. Et quand il allait quelque part, avec la 2 chevaux, on faisait rentrer par derrière. Puis un jour, on a changé de voiture, il avait une voiture beaucoup mieux, et de ce jour-là, il rentrait par devant. Et ça m'avait frappé. Je dis, mais ça ne change rien à la qualité de l'homme, c'était la bagnole. Uniquement la bagnole. Mais c'est pour ça que tu disais quelque chose tout à l'heure. En fait, on est la majorité, c'est-à-dire que ces gens qui cherchons à être dans le fond plus que dans la forme. Après, on a besoin de la forme aussi. Elle fait partie du jeu. Enfin, la vie, c'est aussi un jeu. Ça fait partie du jeu. Mais être plus dans le fond que dans la forme aussi. Quand on est dans cet état d'esprit-là aussi, on attire et on reconnaît les gens qui sont comme nous. Et c'est là qu'on voit après la qualité de vie des gens. Quand je parle de qualité de vie, je ne parle pas financièrement parlant, mais comment on s'entoure. Et c'est pas anodin que vous soyez autour de cette table, vous, aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me dis aussi, dans cette quête d'épanouissement personnel, alors sans être perché, mais c'est de ça aussi dont il est question. On a aussi finalement ce qu'on mérite sur le plan humain. Là, moi, comme ça, quand je me dis, voilà, je suis contente de vous avoir là par rapport aux valeurs que vous défendez, par rapport aux choses qui sont importantes pour vous, c'est pas anodin non plus. Et moi, je pense que nos jeunes, parce que je parlais de la place de l'éducation dans la construction de la société, c'est là qu'on doit amener les jeunes aussi, à être vraiment plus sur le fond que sur la forme, même si la forme est importante aujourd'hui. Mais il y a un problème de synergie. Il y a un problème de synergie, effectivement. Parce que la question que tu poses, elle est aujourd'hui non seulement fondamentale, mais elle est vitale pour la suite. Parce que si, moi, en tant que parent, je suis complètement hors sol sur la question éducative, comment je peux m'entendre déjà avec l'enseignant? Ensuite, l'animateur qui va avoir mon gamin, si lui déjà on ne défend pas le même socle de valeurs, comment lui, voilà, et ainsi de suite. Et un gamin voit en moyenne 12 adultes. C'est énorme. Comment on se met tous d'accord sur juste le socle commun dans un pays qui s'appelle la France, qui n'est pas l'Angleterre, qui n'est pas la Belgique, qui n'est pas l'Allemagne, qui n'est pas le Maroc, qui n'est pas le Mali, voilà, et qui s'appelle la France, qui a une histoire, qui a aussi... voilà, et en fait, je pense qu'il y a un souci de synergie. Et je pense que il y a un énorme chantier, en fait, qu'il faut absolument aborder. Et moi, je crois au local. Je pense que localement, c'est des projets pilotes qui, à un moment donné, montré la voie. Ça ne viendra pas de là-haut. On le sait. C'est pas possible. C'est évident. Donc, on sait que ce qui a bouleversé les sociétés, c'est toujours des choses qui viennent d'en bas. Toujours. Que ce soit dans l'art, d'ailleurs. Dans l'art, ça, on a des exemples flagrants, mais aussi dans l'innovation sociale. Donc... Fanta, avant de te poser la question, je voulais savoir, Biggie, pour le coup, qu'est-ce que tu en penses Fanta, j'aimerais bien savoir, moi, tes futurs projets, c'est-à-dire par rapport à ta mission d'élu conseil des jeunes, c'est quoi? Tu as un projet plus dans les maraudes, dans l'entraide aux familles les plus démunies? Parce que moi, je gère aussi un peu ça. Oui. Et moi, j'aimerais bien avoir ton ressenti, justement. Personnellement, en fait, on est à la maison, c'est la famille. Là, en fait, j'ai des difficultés parce que je me dis que, en fait, dans la vie en général, j'ai tellement vu les gens en difficulté autour de moi que je veux aider tout le monde, en fait. Tout le monde... Tu peux parler un tout petit peu plus fort. Oui, je veux aider tout le monde, en fait, indépendamment du sexe, de la religion, de l'orientation sexuelle, en fait... c'est l'humain, moi, qui m'intéresse. Je veux aider tout le monde. Tu supportes pas de voir que quelqu'un qui est en galère, entre guillemets, c'est ça? Voilà. Et surtout, moi, c'est surtout en grandissant que je me suis rendu compte, les gens de l'extérieur ne nous connaissent pas forcément. Et donc, du coup, ils ont beaucoup de préjugés sur nous. Et moi, ça me fait mal. Parce que ça me fait mal quand on me dit... Ça me fait mal quand on me dit, oui, mais avec ton voile, tu penses... Non, mais c'est très bien, Fanta. C'est bien, franchement, c'est la première fois que je te vois, c'est la première fois que je t'entends. Et franchement, je suis ton premier fan. Moi, je suis fan de toi. Et je t'encourage. Moi, je gère un groupe de solidarité. Tu peux en dire un peu plus, d'ailleurs, à ce sujet? Je gère un groupe Facebook qui s'appelle « Tu sais que tu viens de Villeneuve-Caen », où moi aussi, je suis un peu comme toi, en fait. Je ne supporte pas de voir des personnes qui sont en galère, des mamans qui ne peuvent pas donner à manger à leurs enfants, de la viande,
Voilà, des enfants mangent tous les jours des pâtes, du riz, il n'y a rien, il y a rien qui accompagne ce riz ou ces pâtes-là. Je suis comme toi, moi je déteste ça. Alors lui, il y va, hein. Franco, il a fait 10 familles, il apporte des choses parce que, très natifs. Pourtant je suis tout seul, hein. Ouais. Je suis tout seul, mais j'ai la chance d'avoir tout ce groupe. Il y a une solidarité de dingue ici à Villeneuve. Tout le monde répond présent et c'est pour ça qu'il ne faut pas que ces personnes-là, ces personnes méchantes qui te parlent soit de ton voile ou soit de ta féminité, il ne faut pas que ce soit un frein à ton investissement, à ta conviction, à ton ambition. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas que tu lâches l'affaire. Et moi, si tu as besoin de moi, je te le dirai en direct, je suis là. Moi, je suis là pour t'aider. Avec un honneur même, un honneur. Je suis fan, franchement, je suis fan. Et pourtant, j'ai 40 ans. Tu en as 16. Et moi, je suis fan de toi. Ouais, je suis fan de toi. Moi aussi, je suis fan. Là, tu vas avoir un fan club, là. Alors, n'hésitez pas, on est en direct, n'hésitez pas à réagir sur l'émission. Voilà, on aborde quand même un sujet qui est très poignant et voilà, ça réveille beaucoup de choses parce que là, on est finalement dans le vif du sujet. Voilà, on vit dans une société aujourd'hui, il se passe pas mal de choses. Nous sommes de Villeneuve-la-Garenne et il se passe aussi beaucoup de choses aussi. On renvoie parfois une image, et c'était l'objet de la première émission. Et donc, dans ce que tu dis, je comprends complètement. Et du coup, toi, tu es maintenant où à l'école, tu me disais? Albert Camus, à Bois-Colombes. À Bois-Colombes, et justement ça. Justement. Voilà, parce que c'est pas tout à fait... En fait, au début, moi, je voulais sortir de Villeneuve. J'en avais marre de cette étiquette de... Tu sors... En fait, je voulais sortir et vraiment découvrir d'autres horizons et vraiment pouvoir m'épanouir autre part. Parce que c'est vrai qu'au début, je regrette un peu et j'en ai un peu honte, mais au début, je me suis dit, il faut que je montre que je suis pas comme les autres, que je suis pas... que je ne corresponds pas aux stéréotypes qu'on se fait de moi, en fait. Et donc, du coup, en y allant, la première fois que je suis arrivée devant le lycée, j'ai attendu 10 minutes et je me suis dit, dès que tu vois un noir, tu entres. Et je me rappelle, et surtout parce que j'apprenais beaucoup. C'est incroyable. Et je me rappelle, je me suis dit, dès que tu vois un noir, tu entres. Et j'ai attendu. Et je crois qu'au bout de 15 minutes, c'est là que j'ai vu la première personne noire. Je me suis dit, mais c'est pas assez. Et je suis quand même rentrée. Durant l'année, je me suis rendu compte de beaucoup de choses, parce qu'il y a eu beaucoup de débats, de choses et tout. Et moi, le message en fait que j'aimerais faire passer aux jeunes, c'est que il y a beaucoup de personnes qui, on les connaît les préjugés sur nous, mais c'est à nous de les briser en fait. Exactement. Les clés, on les a pas forcément. Il y a des personnes qui sont plus aisées que nous, qui ont beaucoup plus de moyens, mais il faut qu'on se dise que si nous, au jour d'aujourd'hui, on y arrive, et derrière nous, il y a tellement de gens qui pourront nous regarder, se dire, cette personne-là, elle vient de là, et pourtant, elle a réussi à faire tout ça, et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment être un exemple pour les plus jeunes, et même pour les gens de mon âge, de se dire, on serre les coudes, et on va devant, et c'est nous l'avenir, c'est à nous de prendre les choses en main, et c'est à nous de montrer non. C'est pas parce qu'on vient de Villeneuve, oui, la Caravelle, je sais pas quoi, qu'on peut pas s'en sortir et qu'on peut pas être même demain président ou... En fait, il faut pas qu'on se dise, c'est pas fermé, c'est pas juste Villeneuve-la-Garenne. Repousser les barrières, repousser les barrières le plus loin possible. Voilà. Et franchement, Fanta, tu sais, je pensais pas que j'allais avoir à dire ça, mais je vais le dire du coup, parce que tu m'as tendu une perche. Et je vais la saisir, je ne vais pas botter en touche, parce que je pourrais botter en touche, mais je ne vais pas botter en touche. Tu sais, puisque tu es de Villeneuve-la-Garenne, que je fais partie de l'équipe qui a été élue aujourd'hui. Et quand tu parles justement de tout ce que tu dis, tu as été jeune, que j'ai accompagné, et tu sais que ce discours-là, je l'ai tenu pendant longtemps, je le tiens toujours. Qu'à un moment donné, la méritocratie, l'exemplarité de laquelle je vais faire preuve, ouvrira la voie à ceux qui sont derrière moi. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, à la fin d'année, je vais en avoir 44, Fanta. J'ai accompli beaucoup de choses sur le plan artistique. Voilà, je suis une artiste. Je pense que mon cursus, on n'a jamais fini d'apprendre. Et puis, bon, le chemin est long, mais je pense que j'ai fait quand même des choses desquelles je peux être fière. Aujourd'hui, je suis engagée politiquement. Je suis 3e maire adjoint sur la ville de Villeneuve-la-Garenne. J'ai en charge l'enseignement, l'enfance, la petite enfance. C'est une grosse délégation avec pas mal de projets ambitieux à venir. Et quand je t'entends, j'ai envie de dire à tous ceux qui vont me regarder aujourd'hui, avec toute l'humilité de laquelle je souhaite faire preuve, que si moi je peux arriver là, par rapport à mon cursus, par rapport à tout ce que j'ai pu faire sur le terrain, si moi je peux, demain vous
vous devez me dépasser, Fanta. Vous devez aller plus loin que moi, vous devez pousser toutes ces barrières et, comme tu le disais, faire en sorte que demain, alors ça peut paraître utopique, hein, mais c'est juste à nous de faire en sorte que ce soit réalisable, que les gens ne nous regardent pas par rapport à la couleur de notre peau, par rapport du quartier duquel on est issu, par rapport aux personnes que l'on côtoie, mais par rapport au rapport qu'on va avoir avec eux et par rapport à la vérité de nos engagements et la crédibilité qu'on peut avoir dans les actions qu'on va porter. Si demain on arrive à faire ça, on a gagné. Et Fanta, Bokar, Françoise, Khalid, je vous remercie infiniment parce que vous êtes la preuve à vos niveaux respectifs que dans la vie, si on s'arrête à des clichés, on n'avance pas. Aujourd'hui, la relation que je peux avoir avec toi, Françoise, si jamais toi tu étais restée à peut-être au cliché de base ou quoi, parce que déjà la différence de génération, la différence de couleur, on n'aurait pas peut-être la relation qu'on a aujourd'hui, et tu ne ferais pas partie de ces personnes qui comptent pour moi parce que tu portes des valeurs qui font écho chez moi. Bokar, je t'en parle même pas. Bon, moi, en fait, je suis super fan. En fait, je vais dire, je suis super fan de vous tous. Mais Bokar, je t'assure que ton parcours ici, et moi sur des projets que je vais mener sur la ville, j'entends bien te tirer avec moi. Tu représentes tout ce qu'on peut défendre verbalement. Et nous, à nous, différents, avec toute la modestie que ça peut impliquer, parce qu'on n'est pas là pour dire qu'on est les meilleurs, on n'est pas là. Mais modestement, on a apporté des choses et on ne doit pas en rougir. Et franchement, merci, Fanta, nous ne parlons pas. Khalid. On va être invité à un Pour moi, tu es un humaniste. Pour moi, tu es un humaniste. Non, mais c'est vrai, dans le sens... vraiment. Et puis, on peut être artiste et avoir... se nourrir intellectuellement aussi. C'est pas parce qu'on est artiste dans des domaines respectifs qu'on va rester, moi, danseuse hip-hop, danseuse... Alors non, c'est qu'on peut avoir des aspirations, on peut s'appuyer, connaître l'histoire, être imprégné d'histoire, aimer les langues, aimer voyager, aimer découvrir les choses. Et je pense que la culture, l'éducation, ce sont les clés de la réussite d'un environnement sain, d'un cadre de vie, un beau cadre de vie, parce que c'est la combinaison de cette modestie qu'on va avoir et du respect qu'on a pour l'autre qui va nous nourrir et faire qu'on ait un cercle vertueux, quoi. Mais alors, pour rebondir juste sur, pour réagir, parce que ce que tu dis c'est fondamental, mais tu sais, Fanta, on a les mêmes âges, hein, tous les trois. Oui. Dans les années 90, cette histoire du voile, elle nous a frappé d'un coup, en 90 je crois, hein. Donc ça fait 35 ans. 35 ans, quand je t'entends parler au bord des larmes, moi déjà ça m'émeut, parce que je me dis, mais comment on fait 35 ans après pour en être encore avec cette histoire de voile dans un pays qui se dit le pays des droits de l'homme, etc. Et en fait, les droits de l'homme, la démocratie, la tolérance, ça c'est nous qui le faisons vivre. Et moi, j'ai appris à ne plus dépendre du regard de l'autre. Je me rasais le crâne pour trouver du boulot. Et un jour, je me suis dit, je vais m'assumer. Et le fait de m'être assumé complètement, eh ben, ça a changé ma vie en fait. Vraiment, je me suis dit, je suis comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Et il n'y a pas de concession. Il n'y a pas de concession à avoir sur ce que tu es, ton identité, etc. Et ça, je me permets juste de faire cette petite aparté parce que, franchement, tu m'as... Wow, bravo. Je pensais que tu voulais intervenir. Tout à l'heure, tu parlais de la couleur de peau. Une chose qui me met hors de moi, les gens bien pensants vont en vacances et les vacances sont réussies quand on est bien bronzé. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, Françoise? Et lorsque l'on rentre chez soi, la première chose, c'est critiquer tous ces noirs qui nous encombrent. Je dis, mais il faut être logique dans ces raisonnements. Il faut être logique. Si on a envie d'être bronzé, il faut accepter les personnes qu'ils sont naturellement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ça, je dois reconnaître que ça m'agace. Sacrée Françoise. Alors, quand je t'entends dire que je suis tolérante, je peux t'assurer qu'il y a des fois, je suis absolument pas tolérante. Oui, c'est vrai. Et je peux être même très violente dans mes réflexions. Et je pense que, enfin, juste pour rebondir sur ce qu'elle dit, je pense qu'il y a une question sur son niveau d'éducation qui est cruciale. C'est la question identitaire, en fait, finalement. Eh oui. Parce que, je veux dire, moi, par exemple, quand je suis arrivé dans un autre environnement, mais jamais, je me suis posé la question de me dire à un moment, est-ce que je devais faire une concession sur quelque chose ou pas? Et je me suis dit que les personnes qui m'aiment vraiment, elles m'aimeront pour ce que je suis maintenant, en fait. Donc la personne qui doit t'aimer, elle t'aimera avec ton voile ou pas, ou sans. Tu vois, c'est même pas la question, en fait. Tu dois, sur ta question d'identité, c'est toi, tu as tes valeurs, tu as tes convictions, et les gens,
qui t'aiment, ils t'aimeront avec ce que tu es en fait et ce que tu as finalement. Donc c'est cette question identitaire, elle est vraiment cruciale et je pense que c'est vraiment, un point très très important parce que moi je le vois autour de moi avec mes amis, etc. Quand tu vas au Sénégal, on te dit t'es pas assez sénégalais, t'es trop lourd, finalement c'est une vraie question. Et même la question du don aussi, tout ce que tu fais. Mais sache que c'est incroyable, moi je trouve ça vraiment fabuleux ce que tu fais et continue à le faire. Et même si tu peux pas sauver tout le monde sur la planète, bah c'est pas grave. C'est ton intention, elle peut transformer le monde. Et c'est pas les actes ne valent que par leurs intentions. C'est ça. Donc ça c'est vraiment important. Et dis-toi que les gens que tu vois un peu dans la misère, parfois ils ont beaucoup plus de richesse que toi. Et si tu vas les voir, c'est parce qu'ils ont beaucoup à te donner, à beaucoup t'apprendre sur la vie, etc. Toi tu leur donnes peut-être un don financier. Et d'ailleurs je disais un jour je vais lancer une association humanitaire, mais qui cassait un peu les codes, parce que je me dis aujourd'hui on a beaucoup l'image des associations humanitaires qui viennent en Afrique pour aider les jeunes Africains, alors que moi je suis pas du tout pour les discours manichéens de dire qu'il y a les pays pauvres et les pays riches. Certes les pays d'Afrique sont pauvres en termes de finances, en termes d'alimentaire, etc. Mais en termes de vie, en termes de sourire, ils ont tellement à nous donner. Et aujourd'hui, on a des problèmes dans les pays européens sur la dépression. Les gens, ils sont pas bien psychologiquement, ils se suicident à cause du taf. Les burn-out, on en entend toujours parler. Et pourquoi on ne crée pas une association humanitaire? On les envoie en Afrique, ils passent un petit séjour, on les recale, ils sont bien, on envoie un peu de... Je pense qu'on va en reparler. Et hop, comme ça, on rétablit un équilibre. Moi, je pense qu'il y a non, mais tu rigoles, mais tu vois, il y a un truc à faire comme ça, et puis on se dira, on en a parlé là comme ça lors de l'émission, et on l'a fait. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire là-dedans. Moi, j'ai lu un livre que je conseille de Paulo Coelho. Je pense que beaucoup de gens connaissent L'Alchimiste. Mais c'est Véronica a décidé de mourir. Véronica a décidé de mourir, c'est une jeune femme en fait qui a une vie très très simple. Je vais essayer de faire court parce que je suis assez volubile, mais elle a décidé elle a sa petite vie, en fait elle se sent pas utile. Et le problème c'est que elle tente de se suicider, elle se loupe. Et elle atterrit dans un hôpital psychiatrique et en fait elle prend goût à la vie au moment où elle se rend compte. Elle commence à découvrir les autres et puis elle commence à prendre goût à la vie. Et puis malheureusement, à un moment donné, au moment où elle a envie de vivre, quand elle a fait cette tentative de suicide, elle s'est condamnée finalement et ses jours lui sont comptés, elle ne va pas pouvoir vivre longtemps. Ça veut dire beaucoup de choses. Il faut savoir qu'en temps de guerre, il n'y a pas beaucoup de dépression, il n'y a pas beaucoup de burn-out, tout ça, ça n'existe pas. C'est l'instinct de survie qui prime. Donc je pense qu'il y a un truc à faire autour de ça. Alors, cette conversation a été très très riche, vraiment très très riche, merci beaucoup. On va continuer dans la culture, n'est-ce pas? Et on va aborder le sujet de la prochaine rubrique qui est un lieu, une histoire. Jingle. Alors, ce qu'on vient voir tout de suite, c'est assez sympa, c'est la caravelle. Donc je tiens à remercier la compagnie Cadif Fofana Junior qui donc a dansé au pied de la tour au pied de la caravelle. C'est pareil. Merci Lydie, c'est pareil. Donc en fait la caravelle, on en parlait tout à l'heure et tu nous as rappelé ce qu'était que la caravelle. Donc il faut savoir que la caravelle à Villeneuve-la-Garenne a été construite en 1962 par Jean Dubuisson. Et c'est un quartier social qui regroupe près de 1700 logements et plus de 6500 habitants. C'est énorme. La caravelle, à l'époque, était un symbole de modernité et elle représentait aussi une innovation architecturale. Et moi, je me souviens, on me parlait des perforeuses et c'était justement les petites fenêtres de la caravelle. Est-ce que tu connais un peu, tu nous expliquais ce que c'était aussi, l'image négative aussi qui était véhiculée à l'époque de la caravelle. La caravelle aurait été construite pour protéger la ville des vents d'ouest. Effectivement, le vent vient de là-bas.
Mais je me suis dit, c'est bien joli, mais toutes les fenêtres qui donnent par là, elles sont plein vent. Tout à fait. J'aime bien ton pragmatisme, Françoise. Écoute, franchement. Mais c'est ce qu'on construisait à l'époque, hein, des ensembles où les voitures n'en rentraient pas. Mais vous vous rendez compte que pour l'époque, c'était une innovation architecturale quand même, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien, ces grands ensembles. Ensuite, on les a cassés, il y a eu des plans qui se sont succédés. On peut parler de l'ANRU aussi. L'ANRU a beaucoup travaillé, a permis aussi la démolition et la reconstruction aussi du quartier. Donc là, on a ouvert, on a permis aussi des passages. Donc voilà, c'est un gros quartier duquel je suis issue. Et donc j'en profite pour en tout cas envoyer un coucou à tous les habitants de la Caravelle. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a des problématiques qui sont indéniables, mais il y a aussi une entraide et puis des ressources vives qui sont à saluer. Et donc je salue toutes ces personnes. Voilà, donc de toute façon, tout le monde connaît la Caravelle. Là, on n'a pas trop de... J'avais lu un mémoire de Azouz Begag sur la Caravelle. Super intéressant, qui retrace justement toute la dynamique de ce quartier en particulier, qui était un cas d'école. On l'oublie souvent. Et on oublie aussi souvent que pour beaucoup d'habitants qui vivaient dans les bidonvilles de Nanterre, c'était pour eux avoir un appartement avec de l'eau potable, avec des toilettes, c'était un bon considérable. Mais ensuite, évidemment, on a connu... on va pas faire l'histoire, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, effectivement. Mais bon, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Mais en tout cas, voilà. Donc, ce petit moment a lieu une histoire. Donc, à chaque fois sur les émissions, on a un moment comme ça où on prend un endroit emblématique de la ville. Et puis, comme ça nous permet aussi de faire un focus positif sur ce lieu. Et la Caravelle, je pense qu'on parle beaucoup de choses négatives, mais je tenais à préciser aussi qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui fonctionnaient, sans nier ce qui ne fonctionne pas. Et en tentant, je pense que voilà, on tente tous aussi de faire en sorte que ça s'améliore, mais il y a quand même aussi beaucoup de choses. Bien sûr. Et je tiens à préciser que Batteur pour la paix est né à la Caravelle. Batteur pour la paix est né à la Caravelle. Voilà. On en est très fiers. Voilà. Bon, sans plus tarder, on va passer à la rubrique suivante. Jingle. Nous sommes à la séquence fun, l'émission touche quasiment à sa fin. Alors la séquence fun, c'est après tous ces sujets poignants, remplis d'émotions. Hein, j'étais à deux doigts de craquer. Fanta, tu m'as beaucoup ému. L'idée, c'est de passer un moment un peu plus sympa, décontracté, on va pouvoir rigoler un peu. Et donc là, le jeu d'aujourd'hui, c'est Il était une fois. Donc moi, je vais initier une histoire, donc je vais raconter un début d'histoire, et en fonction des lettres que je vais vous donner, vous allez me donner la suite. Est-ce que ça va pour tout le monde ? On va commencer par toi, Bocard. Vas-y, champion. Alors, je me suis rendue, justement, c'est le cas de le dire, je me suis rendue à la Caravelle parce que j'avais une course à faire, et puis je suis tombée sur une jeune fille très sympa, mais je n'ai pas compris, elle m'a interpellée d'une manière assez particulière, et j'ai trouvé ça drôle. B. Boum. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es tombé par terre? Mais bon, je peux peut-être t'accompagner à l'hôpital. On va aller voir si on peut te soigner ton petit. Si on peut soigner quoi? Vas-y, jusqu'au bout. On peut soigner la jambe, je sais pas moi. D'accord. Françoise C. C'est pas facile. Effectivement, si la jambe est cassée, c'est pas facile. À propos de tomber, je suis tombée, moi, il y a 2 mois, et je me suis cassé le poignet. Donc là-dessus, j'avais quelque chose à dire. David. Ah, mon Dieu, mais ça doit faire mal d'avoir mal au poignet. Mais qu'est-ce que ça doit être douloureux. Et vous avez été à quel hôpital, dites-moi? Villeneuve, puisqu'il n'y en avait pas. À Colombes, forcément. Ouais. Non. Non plus? Bon, c'est pas très loin. Fanta. Donc elle est tombée, elle s'est fait mal, elle a été à l'hôpital et je viens de lui dire, ah là là, effectivement, ça fait mal. La lettre V. Vroom vroom. Vous avez dû prendre un Uber. Bravo. Bravo pour la chute. Bravo. Eh bien, écoutez, en tout cas, ce fut un plaisir de vous accueillir à Cadif et son show. Vraiment un plaisir, un honneur. Et surtout, le sujet qu'on a abordé aujourd'hui était très, très riche. Et vraiment, merci beaucoup. Alors, j'aurais voulu voir avec vous quel était votre meilleur moment à Villeneuve-la-Garenne. Ce jour. C'est un moment, alors il doit y en avoir plein, j'imagine. Mais s'il fallait en retenir un, non, pas à partir d'aujourd'hui, s'il fallait en retenir un, ce serait l'émission. Je reviens. Non, s'il fallait en retenir un depuis que tu as Villeneuve-la-Garenne.
Eh bien, moi, c'est au club de judo de Villeneuve-la-Garenne. Et il y a eu une remise de prix de fin d'année. Voilà. Et ma fille obtient la première médaille. Wow. Et sa copine Lucille, donc, que je salue d'ailleurs, pleure parce qu'elle n'a pas la première médaille. Et Nono, enfin Norine, lui donne la médaille. Et j'ai trouvé ce moment dingue en fait. Je trouvais que ce fair play-là, les enfants nous montrent la voie. Et j'ai trouvé que, tu me parles d'éducation, j'ai trouvé qu'à l'âge de 7 ans, voilà, la gamine, elle a tout compris, quoi, en fait. Et j'étais d'abord fier en tant que père, parce que je me dis, bon, déjà là, il y a des valeurs de fair play qui sont super, mais je dois et je rends hommage justement à toute la communauté pédagogique qui a fait de ma fille, qu'elle arrive à ce geste-là. Et voilà. Donc, tu peux te féliciter aussi au passage. Comment? Tu peux te féliciter aussi au passage. Moi, je suis un des maillons. Un des maillons, effectivement. En réalité. Mais voilà, c'est vraiment un moment inoubliable. Et voilà. Et on a un très bon club de judo. Je salue vraiment tous les judokas de Villeneuve. Françoise. Oh, j'en ai sûrement, mais il y en a un qui m'a marqué, dont on va bientôt fêter le 16e anniversaire, c'est mon remariage à l'église, à la mairie de Villeneuve. Ah, d'ailleurs, on a une pensée pour Serge qui est là aussi, qui t'accompagne. Donc, il vient. Fanta. Du coup, j'en ai deux en particulier. Alors, si tu peux parler un tout petit peu plus tard. J'en ai deux. Plus fort, Fanta. J'en ai deux en particulier. Il y a le premier, c'était la Coupe d'Afrique, la finale de la Coupe d'Afrique à la Caravelle. C'était incroyable. En fait, ça m'a vraiment émue de voir tout le monde heureux. Tout le monde était content, vraiment. Et ça m'a fait chaud au cœur parce que avec tout ce qu'on voit de la vie de la Caravelle, ce jour-là, c'était incroyable. Et le deuxième, c'était Eloquentia. C'était le concours d'éloquence. Le concours d'éloquence. Alors, cette soirée-là était magique. C'était incroyable. Voilà. Bocard? Moi, ma mémoire me fait défaut. J'ai passé beaucoup de moments merveilleux à Villeneuve-la-Garenne. Et moi, je pense que, enfin, si je devrais parler de moments vraiment qui m'ont marqué, c'est les moments de primaire, en fait. Où il y a cette fougue naturelle, enfantine un peu, où on se laisse aller, on est spontané, les foot dans la troisième cour. Non, franchement, c'est ça c'est vraiment des années qui m'ont marqué. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment. Et donc, au début de l'émission, j'avais partagé avec les spectateurs une citation. Et cette citation, je vais la relire. Ne laisse jamais une mauvaise période te faire croire que tu as une mauvaise vie. Et je pense qu'au vu de ce que nous on a évoqué là, je trouve ça très intéressant, c'est que je me dis qu'à un moment donné, comme tout un chacun, hein, on est éprouvé. On est éprouvé dans nos vies, on peut être éprouvé dans sa foi, on peut être éprouvé dans sa vie, on peut être éprouvé dans l'amitié, on peut être éprouvé dans l'amour. Mais voilà, moi j'ai juste envie de dire que je pense que vraiment la vie vaut la peine d'être vécue et puis il faut savoir les accepter ces moments-là parce que comme je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, mais c'est aussi ce sont ces épreuves aussi qui nous nourrissent et qui nous font devenir ce qu'on est aujourd'hui. Et la qualité peut-être, cette quête de qualité humaine, on l'a parce qu'aussi on est passé par certaines choses. Donc voilà, je dis à tout le monde que voilà, il faut avoir de l'espoir, il faut continuer. La bienveillance, #bienveillance, je le répète systématiquement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et être dans la construction, quoi qu'il arrive, quel que soit le domaine. Voilà, je vous remercie infiniment. Je remercie toutes les personnes qui ont permis la réalisation de cette émission, les équipes techniques. Biggie, mon cher binôme, je te remercie aussi beaucoup, comme d'habitude. On se voit la semaine prochaine, comme d'hab. Puis voilà, bon vent à vous tous. Merci pour votre implication sur le territoire. Merci pour votre bienveillance. Et puis j'espère à très bientôt. Au revoir. Into the disco scene.